Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous sommes au Centre des Arts Shankman. Nous sommes venus rencontrer Mathilde Ounchegnon, qui est l'animatrice de l'émission Court-Circuit. Court-Circuit est une émission dans laquelle nous rencontrons des artistes qui participent à Contact Ontario. C'est un grand plaisir pour moi de m'entretenir avec Mathilde, de passer 1 heure avec elle, et je vous invite à rester avec nous parce que vous allez voir, c'est une fille extraordinaire. Et elle est là, qui me regarde et puis qui sait pas trop comment réagir quand je dis c'est une fille extraordinaire. Mais vraiment, merci Mathilde d'avoir accepté notre invitation, de nous recevoir dans ton plateau. Merci vraiment à toi. J'étais vraiment touchée quand tu m'as lancé cette invitation. Alors, c'est un grand plaisir. On va parler de toi, on va parler de ton cheminement. On sait que tu es né en France, grandi en France. Tu es venu ici en 2009, si je me trompe. C'est exactement ça. Oui. Ouais, et en peu de temps, tu as fait ta marque ici. J'ai eu la chance en fait d'être rapidement intégrée, je crois, de rencontrer des personnes qui m'ont un peu guidée et puis indiqué comment là aussi avoir des expériences assez rapidement, parce que je pense que c'est ça, c'est par les expériences qu'on rencontre une communauté. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'une de mes premières expériences ici à Ottawa, c'était à TV Rogers. Oui. Et c'est ça qui a été aussi très intéressant, c'est que ça m'a permis d'avoir un regard rapide sur comment les choses se passent, les organismes, les gens, le fonctionnement un peu de la vie, de la ville. Et puis c'est ça s'est enchaîné pas mal. Oui, une de tes premières expériences, en fait, comme tu dis, c'était chez nous à TV Rogers. Tu as animé pendant 2 ans l'émission Regard, qui est une émission dans laquelle on rencontre des artistes, on parle de culture et d'art. C'est ça, donc ça m'a permis de vite plonger dans ce milieu de la culture. Est-ce que les arts et la culture, c'est une façon d'entrer dans une communauté? Est-ce que c'est... Je pense beaucoup, parce que je trouve que l'art en général, et puis donc les artistes, c'est un peu le pouls de la communauté. Je trouve que c'est un très bon indicateur et un très bel indicateur, parce que c'est ce qui va faire ressortir la force justement de la communauté, et puis qui permet aussi de la faire vivre à travers les événements, les rencontres, que ce soit des concerts, des pièces de théâtre. Oui. Je trouve que c'est là où on peut se rencontrer, au-delà du travail, par exemple, ou d'activités du quotidien. C'est un moment où on peut se rencontrer, mais de manière agréable, détendue, où on se relaxe, on discute, et puis on découvre de belles choses et des belles analyses aussi à travers les œuvres d'art. Pour nous qui regardons, mais pour l'artiste, c'est son travail. Oui. On va en parler tantôt, mais là, j'aimerais revenir, parce que je sais qu'ici, tu rencontres des artistes, tu vas nous les faire découvrir. Parlons de toi. Toi, tu es né en France, dans la région de Paris, c'est là que tu as grandi aussi. Parle-moi de toi quand tu étais petite, comment c'était, quelle sorte de petite fille étais-tu? Je pense que j'étais assez curieuse déjà. Je suis issue d'une famille de 4 enfants, donc je pense que ma famille a beaucoup d'importance dans ma vie, mes frères et sœurs, et puis aussi les origines de mes parents. Ma mère est de France, mon père est du Bénin, donc je pense que j'avais une certaine déjà ouverture d'esprit et curiosité d'apprendre beaucoup de choses. J'étais pas spécialement trop calme ni trop turbulente. Ça a été une belle enfance, c'est ça, où j'étais déjà avide de découvrir beaucoup de choses. T'étais avide de découvrir, puis t'étais tellement avide de découvrir qu'un jour, t'as quitté la France pour t'en venir ici. Mais avant, t'es allé à la Sorbonne. Tu sais, quand on entend la Sorbonne, c'est pas n'importe quelle université. C'est là où tu as fait ta licence, tu as étudié en sciences politiques. C'est ça, c'était en sciences politiques et puis spécialement en relations internationales. Oui. J'avais envie de quelque chose d'ouvert. J'étais intéressée déjà par le journalisme et puis le monde entier, donc c'était ça en fait. C'est comme ça que j'ai poursuivi mes études. Et puis, c'était là aussi une expérience assez intéressante parce que quand on voit la Sorbonne, c'est vraiment un très beau monument au centre de Paris, et il y a aussi toute cette histoire qui vient avec. Donc c'était quand même un privilège d'y être, et puis en même temps, c'était quelque chose aussi de normal dans le contexte, je pense, de la vie parisienne en même temps. Donc, tu as étudié en politique, parce que la politique, c'est ton premier amour, la politique, les relations internationales, les relations entre gouvernements? Je pense que de comprendre le fonctionnement du monde en général, ça, je pense que ça, c'est mon premier amour. Et que ça soit à travers différents médiums.
Donc c'est drôle parce qu'il y a des artistes qui très jeunes m'ont justement ouvert l'esprit à des problèmes politiques. Donc j'aimais beaucoup très jeune. J'ai la chance d'avoir des frères et sœurs plus âgés qui m'ont aussi initié à certains artistes. Donc ce qui se passait ailleurs dans le monde, comme par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, ou les problèmes en Irlande du Nord, ou, tout ça, c'est des éléments que j'ai appris parfois à travers des artistes et qui m'ont fait m'intéresser à justement comment le monde fonctionne, comment là aussi la politique intervient, et puis les mécanismes et les acteurs, et puis ça m'a donné envie d'approfondir un peu, et c'est pour ça que je me suis orientée là-dedans. Donc tu es allée en politique, en relations internationales, tu as découvert les relations entre les peuples à travers les artistes, entre autres. Je peux pas m'empêcher de te parler de la France. 2015 a été difficile pour la France. Toi qui es ici, comment tu vois ce qui se passe en France et en Europe présentement, en fait, avec la crise des réfugiés aussi, puis tout le restant? Comment tu vis ça? C'est drôle parce que c'est un peu ambivalent. En étant éloigné de son pays, moi, la France, parfois, j'ai presque un sentiment affectif qui s'est encore plus développé ici. Pour la France et pour ce qui s'y passe. Et en même temps, ça me touche beaucoup ce qui se passe en France, mais ça me touche tout autant quand ça se passe ailleurs. Oui. Pour les événements qui ont marqué le début de l'année au mois de janvier, donc, notamment avec Charlie, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'était un moment où j'étais de passage en France, justement. J'étais arrivée la veille d'un autre voyage et puis je repartais le lendemain ici au Canada. Donc j'ai été en plein dedans, et puis en termes d'information et tout ça, c'était vraiment dedans. Le lendemain, quand j'ai voyagé pour revenir ici, on sentait quand même un peu cette tension, même à l'aéroport. Et c'est ça me touche, mais je trouve ça surtout triste. Je trouve ça triste que ça s'applique à la France ou ailleurs, que des gens qui vivent dans une même communauté, qui grandissent ensemble, et puis qui vivent ensemble, arrivent parfois à certaines extrêmes, comme tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça, ça me touche, mais quand on parle juste de ça, moi je suis aussi touchée, par exemple, là, ce qui s'est passé récemment au mois de novembre. La veille, il y avait eu des attentats au Liban également. Absolument. Et je trouve ça un peu injuste en même temps qu'il y ait cette hiérarchisation de l'information, et ça me frustre un peu en même temps. Donc même si je suis française, j'essaye aussi de me dire, ça me touche parce qu'il y a ma famille qui y vit, il peut y arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais il se passe d'autres choses ailleurs aussi. Il se passe d'autres choses ailleurs aussi. Oui, donc, oui. Puis, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, c'est que plus il nous ressemble, plus le pays ou le peuple qui a été frappé ressemble à nous. Plus c'est de l'Occident, plus on va dénoncer, puis on va devenir Charlie, puis on va devenir français, puis on va devenir le Bataclan. Mais on oublie que c'est la même chose se passe au Liban, et on oublie les atrocités qui se passent en Syrie. C'est ça. Et puis, ce que je me dis, c'est que c'est toujours, en fait, j'ai toujours un questionnement. Les médias me passionnent, mais j'ai toujours un questionnement sur est-ce que les médias, là aussi, jouent un bon rôle par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je suis partagée, parce que c'est important qu'on soit informé de ce qui se passe, mais pas qu'on soit abreuvé non plus, et que l'information devienne irréelle par rapport à la réalité. Donc là aussi, en fait, j'y étais donc pour Charlie à ce moment-là, et en même temps, quand on sortait dans la rue, la vie n'a pas changé. Non. Là, récemment, en fait, les attentats affreux au Bataclan et à Paris en novembre, là aussi, j'appelais mes amis, ma famille un peu inquiète, mais au final, la vie continue, la vie suit son cours. Donc, et pourtant, si on s'arrête juste à l'information, on peut se dire que c'est la panique et que c'est l'état de guerre dans la rue. Donc, c'est là aussi, je trouve, faut s'informer, mais faut faire attention, et faut pas aussi qu'on croit que tout ce qu'on voit à la télé, c'est la vie en permanence. Il faut avoir un certain discernement. C'est ça. Donc même moi, à certaines périodes, j'ai arrêté à un moment donné, à ce moment-là, de tout suivre ce qui se passait en permanence, parce que sinon c'est des histoires affreuses qui s'escaladent, et puis on s'arrête juste au négatif. Absolument. Sans se dire que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Oui, et puis là aussi, je me dis, il faut faire attention aux généralisations. Oui.
surtout en France, puisque ça touche l'extrémisme qu'on associe souvent aux musulmans, par exemple. Oui, oui, oui. Et je me dis, mais il faut vraiment pas qu'on croie que c'est que ça et que ça concerne tout le monde. Non. Ou toute une culture, ou toutes les personnes originaires de ces pays. Et voilà, pas faire d'amalgame. Oui. Donc c'est ça que je me dis qu'il faut toujours modérer un peu. Les médias, c'est vraiment la voie que tu as prise. Dès que tu as terminé tes études universitaires, tu es allé travailler à la chaîne, qu'est-ce que c'était? La chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire. Dans une émission qui s'appelait... Ça vous regarde. Ça vous regarde. Et donc, les médias t'ont toujours attiré. Tu es un peu ambivalente à l'égard de l'intégrité de ce qu'on nous présente dans les médias. Mais toi, quel rôle as-tu voulu jouer? Puis quel rôle t'as été appelé à jouer dès le début? Dès le début, à travers mes expériences, c'était... en fait, l'une de mes premières expériences liées aux médias a été plus du côté relations presse, justement. C'était avec la Ligue des droits de l'homme, où là, on organisait des conférences de presse et puis justement, on essayait d'informer les médias et de les alerter sur ce qui se passait et qui atteignait les droits de l'homme. Donc, il y avait toujours un peu aussi ce côté politique. Oui. Et mon rôle, ou le rôle que j'essaye d'avoir plutôt, parce que là aussi on vise toujours quelque chose. On vise quelque chose, mais c'est pas toujours possible, parce qu'on arrive dans une boîte qui a déjà une façon de fonctionner et il y a une culture. Exactement. Mais ce que je vise et ce que j'essaye, c'est vraiment d'ouvrir les mentalités. Que d'une manière générale, si on s'attaque à un sujet qui est différent point de vue, qui soit amené. C'est drôle parce que l'émission dont tu parles à la chaîne parlementaire, donc c'est vraiment la chaîne qui est ajustée et qui parle en permanence de ce qui se parle, de ce qui se débat au Parlement et de ce qui est d'actualité. Ça m'a amené là aussi à vraiment peut-être interviewer des spécialistes et puis voir un peu plus loin parfois que même ce qui est dans le débat politique. Parce que même ce qui est dans le débat politique, il y a un côté image, il y a un côté un petit peu choix de l'information. Et donc, en fait, c'est ça que j'aime, c'est creuser. Et puis, au-delà de ce qu'on va juste voir dans une émission, savoir tous ceux qui s'intéressent et qui creusent en permanence un sujet. Où est-ce qu'on creuse? On sait que dans le monde, on creuse. Tu sais, le monde, c'est quoi le monde diplomatique? On creuse. Il y a très peu de médias où on creuse aujourd'hui. C'est vrai. Il y en a peu, et puis en même temps, je trouve que avec le web, on a accès à beaucoup de choses, par exemple, de documentaires. J'adore les documentaires. Absolument, oui. Et puis je me dis que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui d'avoir accès à des documentaires dans plein de langues, originaires de plein de pays. Et puis là aussi, avec des gens qui n'ont pas forcément une grosse machine derrière. Non. Mais qui sont parfois sur le terrain ou sont passionnés d'un sujet et puis qui vont nous permettre de vulgariser l'information. Où tu vas chercher ton information? Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Je regarde plusieurs médias de la presse écrite, français ou canadiens. Américains également. Ça peut être un média suisse où j'essaye de diversifier un peu mes sources pour là aussi pas toujours avoir un côté où on est juste centré sur sa propre culture. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les vidéos en général. L'image me parle. Et puis c'est ça. Donc je trouve que beaucoup de sujets, je les approfondis aussi avec des documentaires que je trouve ou des reportages sur le web. Alors un jour, tu décides dans ta personnalité qui est curieuse, qui veut connaître, qui veut savoir ce qui se passe ailleurs, tu décides de quitter la France pour t'en venir au Canada. Dans quel esprit tu es venu ici? Et tu es venu avec un visa voyage-travail? C'est exactement ça. Donc, on a la chance... Ils sont très populaires, hein? Vraiment. Ils partent dans l'espace de quelques heures, ils sont partis. Tous les Français débarquent ici. Oui, tous les Français débarquent ici, beaucoup à Montréal. Oui. Toi, tu es venu ici à Ottawa? La première fois, je suis arrivée à Toronto. À Toronto? C'est ça, je suis arrivée à Toronto. Alors, raconte-nous un peu, dans quel état d'esprit... Pourquoi tu as décidé de partir? Pourquoi Toronto? Comment ça s'est passé? En fait, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'attirait depuis très très longtemps de voyager, mais pas juste voyager de manière de courte durée. J'avais envie de vivre quelque part d'autre que 3 semaines ou vraiment m'implanter pour là aussi découvrir la culture et le mode de fonctionnement d'un autre pays. Et puis
Je pense que c'était un moment, ça faisait longtemps que j'avais aussi envie de voler de mes propres ailes en m'éloignant un peu du milieu où j'avais grandi. Tu t'es vraiment éloignée. Ouais, c'est vrai. Les autres pays d'Europe m'apparaissaient trop proches. Ouais, en effet. Donc c'est ça en fait. C'est à Toronto. Ouais, j'avais une attirance pour le Canada parce que j'avais l'idée que c'était un pays assez international. Et puis où c'était varié et là aussi où il y avait cette ouverture sur le monde. As-tu été déçue? Non, pas du Non. tout. Non, j'étais vraiment. Je t'avoue qu'il y avait un capital sympathie dès le départ, avant même que j'arrive. J'étais jamais venue. Hein. Je suis juste venue habiter d'un coup. Je suis venue pour 1 an. Oui. En fait, donc grâce à ces fameux permis vacances-travail qui te permettent de presque sur un coup de tête venir sans connaître personne, sans avoir d'emploi, sans savoir où on Donc, atterrit. t'es arrivée, t'es débarquée à Toronto. Ouais. Est-ce que tu connaissais quelqu'un? Avais-tu des amis? Non, j'ai une autre amie qui est arrivée à peu près à la même période aussi. Mais sinon, en fait, j'avais réservé une auberge de jeunesse. Et puis, j'étais assez confiante et optimiste. Et puis, j'essaye de l'être en général. Oui. Et je me suis dit que ça allait aller, que j'allais trouver... j'étais prête à... J'avais déjà travaillé en France, mais j'étais prête à recommencer. Et j'étais prête à faire un peu n'importe quel... Parce que tu as laissé un poste quand même intéressant. Tu travaillais chez Toyota. Hein, oui, j'étais presse là-bas. Et puis... Puis, tu étais agent de presse. Donc, tu t'es emmenée ici. Tu es arrivée à Toronto. Tu parlais l'anglais? Je parlais anglais, mais de manière plus scolaire. J'ai étudié l'anglais au lycée, à l'université. Mais là aussi, je me suis dit, c'est important de se jeter dans le bain pour parfaire même une langue. Et puis c'est pour ça que j'ai choisi Toronto en fait. C'est drôle parce que c'était aussi pour améliorer ma pratique de l'anglais. Puis je sais pas si c'est manque de chance ou tant mieux, mais un de mes premiers jobs c'était en français à Toronto. Oui. Où? Donc c'est ça. C'était en fait une petite entreprise qui faisait de la surveillance presse, donc de la veille médiatique. Oui. Et puis c'est ça. C'était un contexte anglophone, mais moi je travaillais spécifiquement à surveiller ce qui se passait dans les médias français. Donc tu as eu ce poste-là, tu as travaillé là, puis tu t'es retrouvée à Ottawa? Ça s'est passé très vite. Au bout de, je pense, 2 semaines que j'étais arrivée au Canada, j'ai trouvé cet emploi-là. Et puis, au bout d'un moment, puisque mon visa était juste pour 1 an, j'avais envie d'avoir une expérience dans les médias, vraiment. Et puis là aussi, de voir ce qui se passe ailleurs. J'étais pas fermée, j'adorais Toronto et j'adore toujours. Ah oui, c'est une belle ville. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup Toronto. Toronto n'a pas une très bonne réputation ici au Canada. Je sais. Mais c'est une belle ville avec beaucoup de culture, beaucoup de parcs. Puis, ce qu'il y a, c'est que c'est drôle. J'arrivais, je ne connaissais personne, mais je me suis vite sentie chez moi. Ah oui. Peut-être parce que c'était une grosse ville et puis que j'étais quand même aussi habituée à Paris, mais c'est quelque chose que j'ai aimé en fait. C'est que je trouve que ça représente un peu le monde entier. Il y a des gens d'un peu partout et que même si j'avais un accent, que mon anglais n'était pas encore très bon, ça me dérangeait pas et je me sentais à ma place. Donc, c'est ça que j'ai aimé à Toronto. Ça, c'est typique des Anglais. De façon générale, hein? Les Anglais, ça les dérange pas quand on a un accent. C'est ça. Ils sont pas comme nous, les Français, on juge plus les accents. Les Anglais jugent plus les accents. Donc, les Torontois t'ont adopté. Ou toi, t'as adopté Toronto disons aussi. que c'est ça. C'était, je t'avoue que l'adoption et puis l'intégration dans le milieu s'est fait pour moi plus rapidement à Ottawa. À Toronto, j'avais des liens et tout ça, mais je pense que c'est le côté grosse ville qui fait que on s'y sent bien rapidement, mais peut-être que c'est plus difficile d'intégrer une communauté en particulier. Oui. Et puis c'est ça en fait. J'ai l'une des personnes que j'ai rencontrées, que tu connais d'ailleurs à Toronto, c'est Shektal. Ah ben oui. Que j'ai rencontré par hasard. C'est fou hein la vie. Événement. Oui. C'est ça. Et puis tu voulais travailler dans les médias, tu as rencontré Shektal, qui était le directeur à ce moment-là. Il n'était plus. Il était à TFO. C'est ça, exactement. Mais en fait, je lui ai parlé un peu de mon parcours, que ça faisait pas longtemps que j'étais au Canada, et puis que j'étais attirée par avoir une expérience autre. Et puis avoir une expérience en télé ici, si possible. Donc il m'a dit, tu sais qu'à Ottawa, ça serait peut-être plus facile d'avoir un pied dedans, et puis qu'il y a des possibilités. Tu pourrais essayer d'intégrer TV Rogers par exemple, et puis que le milieu en général francophone, s'y prêtait plus en termes de médias à Ottawa. Alors il me restait que 5-6 mois à mon visa et puis je me suis dit pourquoi pas, je vais voir comment ça se passe à Ottawa, dans les médias ou ailleurs, et puis je tente ma chance. Donc là je suis venue à Ottawa sans connaître personne non plus.
tu es venu frapper à la porte de TV Rogers. Oui, c'est ça. Et puis de trouver des jobs à côté. Puis, oui. Parce que TV Rogers, c'était bénévole de ce que tu faisais. Il fallait que tu trouves d'autres façons de vivre. Exactement. Donc là aussi, j'ai fait des petits jobs à côté. Oui. Tu as fait ça chez nous. Tu as animé Regard. Ensuite, tu es allé travailler à la PCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, où les gens t'ont beaucoup aimé. C'était une superbe expérience. Oui, parle-nous un peu de ce que tu faisais. Qu'est-ce que c'est la PCM? Parce que ça reste quand même très près de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est la juxtaposition de ces différents organismes, tant les médias que la PCM, qui m'ont permis de bien m'intégrer ici. Parce que la PCM, donc, c'est un organisme qui travaille avec les artistes de la francophonie canadienne en général, beaucoup de l'Ontario, mais des provinces de l'Ouest également. Et puis, qui veille un peu à différents niveaux, à l'accompagnement ou à aussi instaurer une forme de réseautage entre les artistes. Et puis stimuler la vie culturelle, donc tant par offrir ou conseiller les artistes sur des manières d'avancer dans leur carrière, que là aussi de sensibiliser le public à ce qui se fait, et puis à se dire que la culture de chez soi est aussi parfois très intéressante, et c'est pas juste ce qu'on voit et puis ce qu'on a envie d'ailleurs qui peut être divertissant, enrichissant, et c'est ça. Donc le mandat de la PCM, c'est un petit peu tout ça à la fois à travers différents événements. Est-ce que c'est un phénomène particulier à la francophonie ontarienne ou à des groupes en situation minoritaire, tu penses, de ne pas valoriser autant ses propres artistes, de toujours regarder ailleurs en pensant que les autres sont meilleurs? Je pense que c'est comme ça partout. Je pense qu'il y a un côté universel. Il y a un côté universel. C'est que comme nul n'est prophète en son pays. Exactement, nul n'est prophète en son pays. Et puis, je pense que c'est juste que quand on, même dans que ce soit les artistes ou ce qu'on a au quotidien, parfois ce qui est proche de nous, puisqu'on l'a, on y accorde peut-être moins de valeur que ce qu'on envie ou ce qu'on admire de loin et qu'on idéalise. Donc je crois que c'est humain. Avant tout, et que c'est parfois quand c'est quelqu'un d'autre qui a un regard extérieur et détaché qui nous dit « Oh, tu devrais surveiller ça » ou « Il se passe telle chose près de chez toi qui est intéressante » ou « J'ai adoré tel artiste qui vient de ta communauté », peut-être parfois c'est cette boucle qui est nécessaire pour qu'on y porte un nouveau regard. Oui, il faut que quelqu'un l'ait reconnu avant que nous on le reconnaisse. Puis c'est valide pour c'est comme ça partout. Hein. C'est ça. Je pense que c'est de façon générale. Pour d'autres artistes, par exemple, en France, qui sont très connus également. Certains parfois ont besoin de s'expatrier pour là aussi mieux revenir et puis avoir de la valeur chez eux ou c'est ça, avoir un regard un peu neuf. Donc en 2009, tu as quitté la France pour 1 an. Mais ça fait déjà 6 ans, là, tu es encore ici? Oui. Est-ce que tu as décidé de rester ici? C'est ton chez-toi? Oui, je me sens chez moi. C'est chez toi ici maintenant? C'est chez moi ici, c'est toujours chez moi en France, mais j'ai tendance à me sentir chez moi assez facilement. Oui. Pourquoi tu penses? Pourquoi il y a des personnes qui sont comme ça, qui se sentent bien partout? Je pense que là aussi, c'est l'humain qui me fait sentir comme ça, donc c'est plutôt les gens qui me font me sentir chez moi. L'endroit aussi, bien sûr, mais je suis pas enfermée à un mode de vie, ni à un environnement. C'est drôle parce que je me sens j'ai grandi jeune dans un village de la région parisienne, puis j'ai été dans d'autres villes et les dernières années à Paris. Mais je me sens bien donc tant à la campagne que dans une grande ville. Oui. Et donc, en termes de pays, là aussi, peut-être que c'est parce que je suis aussi issue de différentes cultures que je suis habituée à pas avoir juste un mode de fonctionnement ou une façon de penser. Donc, je m'adapte aux gens et puis j'aime ça en fait, être dans des environnements différents. T'aimes les gens, tu te sens bien avec les gens. L'environnement physique n'est pas important pour toi. Non, c'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui est l'essentiel. Parce que là, je suis là avec toi et puis... On est ensemble. C'est ça. Et puis t'es quelqu'un que j'apprécie, qui a une personnalité chaleureuse et qui fait qu'on se sent bien. On se sent bien. Dans ton émission ou quand on discute avec toi. Et je pense que c'est pas parce que il y a aussi Nicolas, Jerry qui sont ici et qui sont très sympathiques. Et je pense que si j'étais avec d'autres personnes dans le même environnement, dans le même studio,
qui sont peut-être plus froids ou à qui je parle pas et puis qui n'ont pas envie de me parler, bah, je me sentirais différemment. Donc je pense que c'est les gens avant tout qui font qu'on se sent bien. Oui. Ouais. Puis c'est le secret de ta capacité de voyager puis de t'adapter peu importe où tu vas. Donc là, maintenant, tu es à Ottawa. C'est ça, je suis à Ottawa. Tu retournes à l'occasion voir tes parents, j'imagine? Oui, j'ai la chance aussi. Tu as dit tantôt que ton père est originaire du Bénin. C'est ça, oui. Est-ce qu'il se considère français ou béninois? Il se considère français, je pense. Oui. Il se considère aussi béninois. C'est tellement un beau pays, le Bénin. As-tu visité? Oui, j'ai eu la chance d'y aller à quelques reprises. Moi et puis l'an dernier, c'est tellement beau. T'as aimé ça? Ah, j'ai adoré le Bénin. Oui. Bénin puis le Togo, j'ai adoré. Ah, c'est super. L'océan, c'est tellement beau. Oui. C'est marrant, c'est rare d'avoir des gens qui connaissent le Bénin ou qui ont été. Oui, ben ici, oui, parce que c'est pas un endroit, c'est pas même. une destination touristique. Oui. Ça devrait l'être, par contre, parce que surtout si on est à Cotonou, et quand on est sur la mer, elle est merveilleuse. Oui. Puis je pense que c'est une culture riche qui est parfois méconnue. Oui. Politiquement, on a la chance que ça soit plus stable que d'autres pays, donc on n'en entend pas forcément parler tout le temps aux nouvelles. Heureusement. Oui, heureusement, c'est ça, on s'en plaint pas. Mais c'est ça, je pense que c'est un pays qui a une certaine richesse sur différents niveaux, que ça soit par l'artisanat, par la culture, la spiritualité, pour plein de choses. Et puis là aussi, c'est un carrefour dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. C'est un peuple qui nous a donné beaucoup. L'esclavage, on allait chercher nos esclaves dans cette région-là. C'est un peuple qui a souffert, mais qui a pardonné. Ouais, je pense que... Je sais pas, il y a quelque chose de spécial chez les gens qui viennent de cette région du monde. Je pense que, de toute façon, pour tout ce qui se passe comme tragédie dans l'histoire, c'est important de ne pas les oublier, mais c'est important d'avancer. Absolument, tu as raison. Donc, que ce soit des événements récents ou plus anciens, mais c'est surtout important de ne pas les oublier, c'est ça, et puis de ne pas faire comme si c'est rien passé, parce que ça a toujours des conséquences sur certains peuples, sur certaines cultures, sur parfois toute la construction d'une société qui a encore des siècles après un impact de ces ravages. Donc c'est important de ne pas oublier, mais c'est juste important de voir plus loin. Mathilde, il y a certainement, on parle de ne pas oublier, et ça m'amène à te parler des tensions qui existent présentement aux États-Unis dans certaines régions, le long du Mississippi beaucoup. On a vu à Chicago dernièrement les tensions entre la communauté noire et la communauté blanche. Et là encore, comme tu disais tantôt, on peut pas généraliser, là, parce que moi, je vais aux États-Unis régulièrement, puis je vois pas ça, mais on sait que ça existe. Quel regard tu poses là, sur cette situation? Quel regard? C'est vraiment, c'est de la frustration, parfois, en fait. Et de l'énervement, en fait. Ça m'attriste, mais ça m'énerve qu'aujourd'hui encore, il y ait ce genre de fonctionnement d'une société qui se veut un peu le modèle du monde, et puis tant mieux pour le côté leadership, mais pour moi, c'est complètement archaïque, en fait. Pas juste les tensions, mais je pense que toute tension part de quelque chose. Et je pense qu'il y a de l'agressivité qui déclenche une tension et une hostilité à la base. Et puis, on parle de communauté blanche, communauté noire, mais je pense que le pays, dans le sens où les institutions, et justement, par exemple, la police, parfois, dans certaines communautés, là aussi, joue quand même un grand rôle. Et que ce soit aux États-Unis ou même parfois dans certaines régions en France ou ailleurs, ici aussi. Oui. Je pense que c'est ça. Enfin, faut pas oublier l'idée qu'à la base, c'est pour peut-être protéger la population et puis avoir un rôle stabilisateur que certaines institutions ou la police est là, et pas pour attiser ou agresser le citoyen. Et je pense qu'il y a toujours en fait ces préjugés qui persistent parfois autour de la communauté noire aux États-Unis, qui font que là aussi il y a beaucoup d'agressivité et les choses s'enveniment trop rapidement. Donc c'est ça en fait. Moi, ce que je dénonce, c'est surtout en fait cette image caricaturale de certaines communauté qui est véhiculée. Puis on parle de la communauté noire, mais je pense qu'à la base du racisme en général ou de problèmes qui se passent, de criminalité par exemple, c'est surtout des problèmes sociaux qui sont à la base. Et je pense que c'est ça qui est d'abord à résoudre.
C'est un petit peu comme si on veut éteindre, on veut éteindre un feu ou on veut régler un problème, mais en fait, on se voile la face et puis on regarde juste un petit aspect. Et je pense que moi, je crois beaucoup à l'aspect social des choses et au changement social en général. Et je pense que c'est à ça qu'il faut s'intéresser. C'est peut-être en termes d'inégalité sociale. C'est d'abord à ça qu'il faut résoudre et puis tirer vers le haut. Et je suis optimiste que les choses après peuvent aussi s'améliorer. Absolument. Et ce que tu disais des institutions ou des leaders, des chefs de file, des politiciens aussi, j'imagine, ils ont un rôle à jouer dans le discours qu'ils tiennent. Oui, très important. Et puis là aussi, c'est important de pas stigmatiser une communauté. Et je pense que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pas forcément la communauté noire ou la communauté blanche, mais en général. Ouais. Oui, et puis c'est ça. Et puis qu'on ne s'attache pas qu'à l'apparence de la personne en croyant la connaître mieux qu'elle-même. Oui. C'est surtout ça qui m'intéresse et puis qui fait que je trouve que là aussi les médias ont un rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités et pas qu'on considère que les blancs sont forcément comme ça, les noirs sont forcément comme ça, les arabes sont comme ça, les asiatiques sont comme ça. Les autochtones ici aussi, il ne faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup de racisme ici au Canada aussi à l'égard des Premières Nations. Exactement. Et puis je pense que c'est ça, c'est que faut toujours éviter de s'éloigner de la caricature. La caricature, oui, part de quelque part, donc il y a des éléments qui sont peut-être vrais, mais pas forcément négatifs. C'est juste qu'il ne faut pas non plus les exacerber. Et puis, faut penser un peu plus loin que s'il y a des déviances d'une certaine population ou communauté, le problème, il est peut-être ailleurs que ce qu'on voit au prime abord. Faut chercher. Oui, et puis c'est la devise de la France qui est liberté, égalité, fraternité. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup au nom de la liberté, de l'égalité, mais on oublie un petit peu la fraternité. Au nom de la fraternité, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis, je pense que là aussi, l'éducation, beaucoup de choses passent par l'éducation. Oui. Parce que je pense que quand on est, ou même à un jeune âge, on ne fait pas attention aux différences. Tant aux différences de couleurs qu'aux différences de milieux sociaux. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Ça, je pense que à la base, l'être humain est fait pour vivre avec les autres et puis pour pas non plus se soucier de à quoi ressemble son voisin. Donc je pense que c'est vraiment par l'éducation qu'on peut changer les choses et puis dès un jeune âge, en fait, là aussi ouvrir les mentalités avant qu'on avance trop loin et puis qu'on soit fermé sur soi-même et sa petite vie. Toi, la politique, est-ce que ça t'a déjà intéressé? La politique active, est-ce que ça t'intéresserait un jour, tu penses? Je t'avoue que les débats politiques m'intéressent, mais m'engager en politique ne m'intéresse pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. C'est ça, je me dis qu'il y a d'autres façons aussi de jouer un rôle ou d'avoir un impact sur une société. Et puis qu'il y en a qui le font très bien, mais voilà, je laisse ça à d'autres. Ah, peut-être un jour, Mathilde. Qui sait? Qui sait, hein? On ne sait jamais ce que tu savais pas quand tu étais en France qu'un jour tu serais ici, établie ici. Non. Est-ce que tu as entrepris les démarches pour devenir citoyenne canadienne? Je suis résidente. T'es résidente à obtenir. C'est bien. C'est un pas déjà de plus et puis je me sens. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, les démarches? C'est long. C'est long, hein? C'est fatigant, ça fait faut être patient et puis faut être tenace, je crois. Mais je me dis là aussi, en général, j'essaye de reconnaître ma chance. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des emplois pendant mes démarches. Oui. Et puis j'ai la chance de venir de France aussi. Donc je pense qu'en tant qu'immigrée, je peux pas me plaindre parce que là aussi, même si mon parcours en termes de démarches administratives était peut-être trop long à mon goût, je suis toujours consciente de commencer pour les autres. Et puis, je me dis, bon, j'ai choisi d'immigrer. J'ai pas immigré par défaut. C'était un choix. Et c'est très différent. J'ai pas quitté mon pays auquel je peux pas revenir. Non, c'est juste comme un choix et un luxe aussi, je pense, de pouvoir choisir où est-ce qu'on vit. Donc, je suis quand même contente et je me plains pas de ça. Présentement, tu es consultante et donc tu fais de la consultation en fait, puis de la stratégie en communication. Principalement auprès des artistes, mais pas exclusivement. Là. Ça pourrait, mais tout le domaine des arts, t'as comme
on dirait que ça t'a attiré. C'est les arts qui sont allés te chercher. C'est nos artistes qui sont allés. C'est comme s'il y avait quelque chose de parfait entre vous deux, là. Tu fites, comme on dit en franco-ontarien, tu fites là-dedans parfaitement. Dis-moi, donc ta compagnie s'appelle 36 000. Exactement. Ça fait 1 an et demi maintenant? Non, pas en fait, c'est assez récent. Septembre, c'est quelques mois en fait. Septembre et dernier. C'est exactement ça. C'est vraiment depuis le mois de septembre que j'ai lancé cette compagnie qui est une agence de communication. C'est une agence de communication. Ouais, donc, raconte-moi ce que tu fais. Puis avec qui tu travailles? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est vrai. L'idée, c'était vraiment de continuer à avoir un rôle dans le milieu, dans la communauté, et puis en même temps d'aider, parce que il y a pas vraiment beaucoup d'entreprises francophones dans le milieu en termes de communication, de relations presse, notamment dans le domaine culturel. Et puis moi, je m'étais rendu compte par mes expériences passées de ce besoin-là, tant pour les artistes que les organismes, Là aussi, peut-être, quand il y a un projet, un événement, essayer de le penser différemment et puis essayer de le mettre en valeur et puis de le faire ressortir auprès des médias pour là aussi propager un peu la bonne nouvelle. Donc c'était ça l'idée, c'était en faisant des relations presse, des relations publiques, s'il y a des projets ou qui me tiennent à cœur, d'essayer là aussi de travailler ensemble et puis de les mettre en valeur pour qu'ils aient plus de visibilité. Donc un artiste, un chanteur, auteur, compositeur, interprète, t'appelle, puis dit, bon, je vais lancer un album, est-ce que tu peux m'aider à faire la stratégie de promotion? C'est ça, par exemple? C'est exactement ça. Ça, c'est un volet, disons. C'est un aspect. Et puis, je trouve ça intéressant de travailler souvent un peu plus en amont pour, là aussi, penser long terme. Parce que des fois, on se dit, bon, j'ai mon lancement dans 3 semaines et je suis maintenant que je vais m'y mettre. Non, c'est ça, oui. J'ai été en consultation longtemps, moi aussi, en communication. On a tendance à avoir avoir le bon côté qui a l'air facile. Et en fait, parfois, là aussi, c'est du long terme. Oui. Donc oui, ça m'arrive de travailler avec des artistes autour d'un lancement d'album pour, là aussi, essayer c'est toujours plus facile de se mettre en valeur les autres que soi-même. Et puis, absolument. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte et puis qui me tient à cœur parce que quand c'est des artistes auxquels dont je crois au projet, où je trouve qu'il y a matière là aussi à donner plus de place ou à faire un peu connaître au public, ça me tient à cœur et je trouve ça intéressant. Donc, tu travailles avec les médias traditionnels, les médias sociaux, tu organises des événements. Aussi, c'est ça. Mais pas seulement pour les pas que pour les artistes de la musique. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec des organismes culturels à l'échelle pan-canadienne également. Donc, ça peut être en Ontario, mais ça peut être aussi, il y a différents services que j'essaye de développer au fur et à mesure parce que c'est vrai que c'est une entreprise récente et puis j'essaye aussi d'asseoir ça pour que les choses soient faites de manière le plus sérieuse possible et puis que là aussi je puisse m'assurer que le client a ce qu'il recherche en termes de résultats. Oui, c'est ça. C'est ça parce que c'est pas facile, hein. C'est ça. Et puis des fois, je me dis c'est important de se concentrer et puis de solidifier ce qu'on a. Donc c'est ça. J'essaye de développer au fur et à mesure. Et c'est avec des artistes, mais aussi avec des organismes. Et puis pourquoi pas des entreprises qui là aussi ont un projet ou essayent d'avoir plus de visibilité dans la communauté. Donc c'est vraiment ouvert et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu appeler ça 36 000. Oui, ça s'appelle 36 000. Je trouve ça très intéressant. C'est ça l'idée. 36 000 comme 36 000 projets. Exactement. Il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Bon, ça peut continuer même, mais l'idée c'est vraiment que ça soit le culturel, c'est un peu mon background et puis c'est là-dedans que je baigne. C'est pas seulement pourquoi ça. Pas d'autres choses et parce que je m'intéresse à ce qui est social, à ce qui est politique, à ce qui est environnemental aussi beaucoup. Donc, donc c'est ça, c'était l'idée d'avoir cette ouverture en termes de projets et d'impact sur le milieu. Donc, tu fais tout ce qui est communication. Donc, tu peux aussi rédiger les textes pour le site web. Tu peux faire ces choses-là. C'est ça. En général, j'essaie que ça aille dans l'impact, dans un projet en soi. Et puis que ça soit du concentré de tous ces aspects-là. Si tu étais en France aujourd'hui, puis tu commençais une compagnie comme celle-là, une entreprise de consultation, est-ce que ce serait différent? Ça serait plus difficile. Ce serait plus difficile. Je pense que c'est un des beaux côtés du Canada. Hein? On peut faire à peu près ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est exactement ça. En fait, je trouve que au Canada, moi, j'ai l'impression d'avoir eu la chance de recommencer ou d'avoir différentes opportunités dans des domaines où j'avais pas forcément eu d'expérience.
toute expérience est transversale, bien sûr, mais je trouve Ouais. que c'est une des forces du Canada. C'est un peu de donner sa chance à chacun. Et puis que si demain on a un projet qui nous attire, ou si demain on a envie de se reconvertir dans autre chose, ben c'est possible à presque n'importe quel âge, je crois. Oui, en effet. Et c'est ça, c'est pas fermé. La France a beaucoup de bons côtés, mais je pense qu'en termes de milieu professionnel et puis là aussi fonctionnement, ben c'est un peu plus compartimentalisé. Oui. Un petit peu plus dans un petit tiroir. C'est Par ça. contre, une grande compétence Oui, dans c'est ce que ça. les Donc, gens font. C'est ça, il y a beaucoup de bonnes expertises et puis c'est génial, mais je connais des personnes qui ont essayé de se reconvertir et c'est comme s'il faut recommencer toujours à zéro. Ici, oui, on recommence à zéro, mais je trouve que ça va Ça un va peu plus vite. Ça Et va puis, plus vite. c'est ça, et puis Mais c'est je pense beaucoup... qu'on est moins nombreux aussi. Peut-être il y a Je pense beaucoup que ça de y fait. facteurs. Le pays est plus jeune. Le pays est plus L'air de jeune. rien, donc je pense Ouais. que la société aussi, et puis que ça y fait, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que c'est beaucoup une question de confiance. Oui, la personne est compétente, mais c'est aussi une question de feeling, et puis je le sens bien, je lui donne sa chance. C'est quoi la part de l'intuition dans quand tu prends un contrat, quand tu prends un client, quand tu analyses, parce qu'il y a beaucoup d'analyses, t'es très rationnel, mais t'as aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intuition dans ce que tu fais. Oui, je pense que ça, c'est une part de moi qui est très importante parce que il y a ce côté où je dois y croire aussi. Donc, oui. Et puis je dois avoir un bon sentiment avec la personne avec qui je vais travailler parce que c'est pas juste. C'est ça, je considère que les choses sont pas juste théoriques et c'est pas juste un projet. Si on travaille ensemble sur quelque chose, il faut qu'on s'entende bien ou faut qu'on ait la même vision pour qu'on aille ensemble et tirer les choses dans la même direction. Ça, c'est quelque chose qui se ressent. Oui, Quand tu rencontres un artiste, comme tout à l'heure, quand tu vas recevoir des artistes, je sais qu'aujourd'hui, tu vas recevoir Céleste Wilfrid Le Boutillier, Pandaléon également. Pandaléon, plusieurs artistes que tu vas nous présenter à l'émission Court-Circuit dans cette chaise-là. Les artistes vont être assis où moi, je suis assise. Il y a un super piano à queue en arrière qu'on voit peut-être un peu, mais il y a personne qui va jouer le piano là. Hein? C'est rien qu'une décoration. On va juste discuter. c'est pour mettre de l'ambiance. Qu'est-ce que tu vas vouloir savoir des artistes? Qu'est-ce que tu leur demandes? Oui. En général, je t'avoue que je suis, là aussi, c'est mon côté curieux qui fait que je me demande comment ils créent, en fait. Oui. C'est ça qui m'intéresse beaucoup et souvent, en fait. C'est leur expérience tant de création que d'échange avec le public. Donc, je m'intéresse à, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a un environnement ou une recherche particulière au moment où ils ont créé leur album, leur chanson, leur spectacle, aussi ce qui les inspire. Oui. Parce que ce que je trouve génial avec les artistes, c'est cette passion qu'ils arrivent à communiquer pour nous passionner en retour. Donc c'est ça, je trouve que les sources d'inspiration et puis comment les rendre plus belles, donner de la poésie au quotidien parfois, ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup en termes d'échanges pour mieux comprendre leur univers. Oui. Et puis aussi, souvent, leurs expériences de l'autre côté. Parce que on apprécie l'œuvre d'un artiste, mais on ne sait pas toujours comment ça se passe de son côté, de sa perspective. C'est beaucoup de travail aussi. On voit le côté glamour et puis on se dit que un artiste, l'œuvre, elle sort juste comme ça. Mais je pense que quand on essaye de faire ça sérieusement, faut là aussi y accorder beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. Donc, ces artistes-là qui vont être en performance ce soir à Contact Ontario, c'est toutes les coulisses qui m'intéressent aussi. Et puis, c'est parfois aussi, est-ce que la tournée, ça se passe bien? Est-ce que c'est la relation avec le public? C'est comment de leur point de vue? Oui, puis est-ce qu'ils préfèrent en studio? Ou est-ce qu'ils préfèrent la scène? C'est ça. C'est différent pour chacun. C'est ça, aller un peu au-delà des évidences. Et quand un artiste nous présente, quand une œuvre que ce soit une œuvre visuelle, que ce soit un tableau, que ce soit une pièce de théâtre, soit un film, que ce soit une lecture, quand ça nous frappe, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur. Mm-hmm. On peut pas mettre de doigt dessus, on peut pas mettre un mot dessus. Est-ce que les artistes peuvent te dire? Est-ce qu'ils sont capables de te dire comment ils créent? Est-ce qu'ils le savent? En fait, je pense que c'est difficile de dire ça rapidement comme ça. Même pendant une entrevue, je pense qu'on effleure parfois le sujet. Mais je pense,
je me rends un peu plus compte avec des artistes que je côtoie au quotidien ou avec qui que je connais depuis plus longtemps et avec qui on a l'occasion d'avoir des conversations plus approfondies. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Là aussi, pour créer, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, ils peuvent nous dire, moi, j'aime m'asseoir dans un café, j'aime, tu sais, tout seul avec mon... M'isoler, être à la campagne. Oui, c'est ça, où il faut que je crée, où il y a beaucoup de bruit. Oui. Mais c'est mystérieux, hein? Oui, il y a quelque chose de mystérieux. C'est tellement grand. Et puis c'est comme si là aussi on essaye de déceler les secrets, mais je crois qu'il n'y a pas de secret même de leur côté, parce que là aussi c'est pas forcément sur commande. Non, c'est ça. On peut créer, même si on a cette fibre et ce génie que beaucoup d'eux ont. Toi, es-tu artiste? Mais je pense que tu écris des textes, tu écris? J'écris un peu comme ça, mais je me considère pas comme artiste. J'aurais un petit peu le sentiment d'usurpatrice. Ouais, mais en fait, ça m'attire beaucoup. Et puis peut-être que j'ai une fibre créatrice en moi que j'ai pas encore complètement découvert. Mais j'avoue qu'il y a différents aspects ou différentes formes qui m'attirent. J'aime beaucoup bien sûr la musique, j'aime l'écriture, mais je me sens pas. C'est quoi ta forme quand tu apprécies une forme d'art? Est-ce que tu aimes aller au théâtre, regarder un film, lire un roman? Qu'est-ce que tu aimes? Tout. J'aime beaucoup le live. J'aime le direct. Oui. Je vais apprécier par exemple, je peux adorer écouter en boucle et être dans toutes sortes d'émotions si j'écoute un album ou si par exemple je regarde un film chez moi. Mais si je le vois en direct, si par exemple c'est une pièce de théâtre où je vois vraiment le jeu des acteurs, ou si c'est un concert où là aussi je vois l'émotion et puis peut-être l'imperfection de l'artiste ou ses interventions, son échange, là ça vient encore plus me chercher. Et puis il y a des pièces de théâtre qui peuvent m'émouvoir ou des spectacles de danse. Et puis c'est ça en fait, c'est le direct que j'adore parce que c'est une rencontre là aussi, même si c'est pas juste à côté, c'est l'énergie en fait. Oui, l'espace qui nous sépare est rempli de cette énergie. C'est ça. Mais ça correspond à ce que tu disais au tout début de l'émission, quand tu me disais que tu te sens bien partout où tu peux être en contact avec quelqu'un, puis tu sens que l'énergie qui te relie à cette personne-là, c'est une énergie à laquelle tu te sens bien. Oui. C'est la même chose, ça va vous aller être parfait. La perfection, c'est quoi? On sait pas. Au contraire, en fait, je trouve que c'est drôle. Plus c'est imparfait, mieux c'est. Plus c'est réel et plus ça touche. Et où on peut se reconnaître aussi. Oui, la vulnérabilité. Parce que c'est ça, quelque chose qui est trop lisse. Et puis c'est ça qui m'interpelle et puis qui m'attire aussi au niveau de l'œuvre de certains artistes. C'est que ils plaisent peut-être pas forcément à tout le monde, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vrai, parfois dans ce qui est véhiculé ou dans ce qui est créé. Et puis c'est ça qui est important en fait. C'est que l'artiste, je trouve, a un énorme rôle à jouer dans une société. Il est capable de guérir moralement, c'est ça, de soigner un peu nos émotions et nos difficultés du quotidien. Il est capable aussi de nous faire penser plus loin, beaucoup plus loin, et puis de prendre du recul sur notre vie. Donc je trouve que l'artiste, il y a ce côté divertissement, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça, en fait, parce que c'est vraiment genre... L'artiste est capable d'aller chercher quelque chose qu'on n'a même pas réussi à exprimer soi-même. Donc c'est pour ça que je trouve que l'artiste soigne et puis booste aussi, donne de lui-même pour que là aussi on soit plus fort et on affronte la vie avec tout ce qu'il y a. C'est tellement, tellement vrai. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art, que ce soit la forme que tu veux, tu dis ça, devant cette œuvre d'art-là, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une danse, que ce soit une peinture, n'importe quoi, que tu dis devant ça, je suis emportée en quelque part d'autre. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai réfléchi, c'est difficile de choisir, mais si j'avais par exemple 2 exemples à te donner, quand je vois un artiste qui... les mots vont beaucoup me chercher, mais par exemple, ça peut être un monologue d'un extrait d'une pièce de théâtre, où là l'artiste est presque en transe et rejoint le public, ou si c'est par exemple une chanson a cappella, ou le côté, tu sais... le côté peut-être, c'est sa musique traditionnelle qui là aussi sont vraiment très 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 proches de nous, de notre patrimoine, de la culture et bien plus loin qu'on le croit, parce que ça s'est transmis au fur et à mesure des générations. Ça,
ça va me chercher. Mais c'est ça, en fait. En fait, je crois que c'est aussi la vulnérabilité qui va me chercher. Parce que dans de ce que tu décris, c'est un acte très vulnérable. Oui, c'est ça. De parler seul devant un public, c'est d'entrer en transe devant un public. Ça. Il faut quand même s'abandonner. Puis c'est ça, c'est oser livrer un bout de soi. Et puis le faire parfois sans aucun artifice. C'est pour ça que je te dis qu'un artiste qui va juste faire son texte a cappella, souvent, en général, je suis waouh. Oui. Ça, c'est souvent quelque chose dans un spectacle qui va me toucher, qui va me marquer, qui va peut-être être le highlight du spectacle. Parce que je trouve que quand tout est dénudé, c'est là qu'on voit la force des mots, la force de la personne, et puis sa capacité aussi c'est une générosité, je trouve, que l'artiste est capable d'avoir à ce moment-là. Oui, tu as raison. Une grande générosité. Une générosité, puis une humilité aussi, parce que tu peux pas être... faut que tu sois humble pour risquer de te tromper. Se mettre à nu. Se mettre à nu. Oui. C'est ça. C'est quelque chose qui, en général, va beaucoup me toucher. Le théâtre, ça t'intéresse pas? Le théâtre, j'adore. J'adore aussi. Pour faire pour moi-même. Je me suis jamais vue là-dedans. C'est comme si je ne me suis pas projetée parce que je me suis dit qu'il y en a toujours d'autres qui le font mieux. Mais j'apprécie beaucoup. Et puis là aussi, je me dis pourquoi pas un jour parce que ça m'attire, l'air de rien, toutes ces formes d'expression. Ça m'attire. C'est juste que des fois, c'est juste oser sauter le pas. L'amour dans ta vie, est-ce que c'est important? Ben, c'est important, l'amour. C'est qui on est. Mais je pense que c'est très, très important. La famille. Ouais, j'ai la chance d'être bien entourée et puis de sentir cet amour ou cette présence proche ou lointaine en général. Et je pense que c'est ça qui aide à avancer en général et puis qui aide aussi à voir un petit peu au-delà de soi-même, par exemple dans des moments difficiles ou autres. Ça permet aussi de prendre du recul, de se renforcer et puis de grandir et d'avancer. Donc oui, l'amour, c'est important et puis c'est beaucoup d'énergie l'amour, l'amitié en général aussi. Je te regarde, on dirait toujours que tout va bien pour toi. Tu es toujours souriante, tu travailles d'une façon absolument exceptionnelle. Les gens t'aiment, mais tu viens de dire, il y a des journées où ça va pas bien, il y a des journées où c'est difficile, il y a des journées où c'est moins facile. Ouais. Et tu dis que c'est l'amour qui t'aide à passer à travers ça, c'est la relation avec quelqu'un, c'est l'amour de la vie, c'est... Je pense que là aussi, c'est l'échange en général. Je vois ça comme le fait de se confronter. Peut-être que des fois, c'est juste oser parler du problème qu'on rencontre ou extérioriser un peu la difficulté qu'on a à ce moment-là, qui va faire que on met un mot dessus et puis il y a quelqu'un d'autre qui reçoit et qui nous fait dédramatiser la situation ou nous fait nous dire aussi que c'est pas facile mais ça va aller mieux et puis c'est juste une épreuve dans la vie et puis on continue, on avance et puis ça renforce. Est-ce qu'il y a de la place pour la spiritualité dans ta vie? Est-ce que tu es une personne, est-ce que tu dirais que tu es spirituelle? Oui, je pense que je suis assez spirituelle. Je m'identifie pas forcément à quelque chose en particulier, mais en général, ouais, je suis très spirituelle et puis c'est là aussi, c'est quelque chose qui, je pense, nous nourrit parce qu'il y a il y a la santé physique, il y a la santé mentale aussi. Et je pense que la spiritualité a quelque chose qui, en général, sous quelque forme que ce soit une pratique ou aucune pratique, mais juste le fait de se dire que il n'y a pas juste nous sur Terre, il se passe des choses et puis que ce soit l'humain ou l'environnement. Je pense que c'est surtout en fait tenir compte de son environnement, se dire. Et puis là aussi, on parle de spiritualité, mais je pense que ça renvoie aussi même à la terre où on vit. Absolument, et puis être conscient et du privilège qu'on a de tout ce qui nous entoure et puis d'en prendre soin, que ce soit les gens, notre vécu ou là aussi l'espace, l'environnement physique dans lequel on vit. Et puis faut pas négliger ça, faut en prendre soin et puis faut pas juste se dire que on est un être de passage et puis c'est fini après, tant pis. Non, je pense qu'il faut voir juste sur le long terme, mais c'est drôle parce que il y a beaucoup de philosophies, de communautés
peut-être plus traditionnelles, ou que ce soit la communauté et la culture autochtone ici, ou d'autres cultures d'Afrique, d'Asie, qui m'attirent beaucoup parce que je trouve que dans une société, et puis surtout en ce moment une époque où peut-être qu'on est un peu tendance à être individualiste et puis juste regarder notre petite personne et puis nos petits problèmes, ça fait réfléchir et considérer aussi que ensemble on n'est pas juste ça, on est beaucoup plus, et puis on peut grandir ensemble. Donc oui, puis toutes les traditions, toutes les philosophies indigènes, autochtones du monde disent la même chose. Ils parlent du cercle de la vie, qu'on n'est pas seul, on est avec, on est un finalement. Ce que je fais t'influence, ce que tu fais influence l'autre. L'arbre, les fleurs, les animaux, on est tous ensemble. Ouais. C'est ça, donc je pense que puis même des spiritualités bien spécifiques, que ce soit chrétienne avec Saint François d'Assise, ou même l'islam, le judaïsme, tout le monde dit la même chose. Je pense que c'est des supports. Il nous reste à peine 1 minute. Puis je voulais savoir, avant qu'on se quitte, si tu avais à me dire la personne qui t'influence le plus, qu'elle soit fictive ou réelle, est-ce qu'il y a une personne qui t'influence ou que tu admires, je devrais dire, ton modèle? Ah, c'est difficile de te dire un nom comme ça. Tu veux pas dire un nom? Non, parce qu'en fait, ça dépend des circonstances. Oui. Je vais te dire que peut-être que des personnes de ma famille proche peuvent beaucoup m'influencer en général, parce que là aussi, les bases pour moi, et ce qui me rend solide, c'est la famille et mon entourage proche. Et même si ta famille est loin, elle est encore prise. Oui. C'est ça, et puis... Est-ce qu'ils viennent te voir à l'occasion? Ils viennent me voir, et puis j'ai l'impression de m'être reconstituée ma petite famille ici aussi. Ah oui, c'est sûr. Donc tout ce monde-là me donne de l'énergie et m'inspire en général. Et Mathilde, ça a été un grand plaisir de passer cette heure avec toi. Merci. Merci pour ta générosité. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci surtout à toi, parce que c'est vraiment chaleureux et agréable d'être ici. C'est facile avec toi. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.